J'ai récemment vécu un cauchemar qu'aucun passager ne devrait jamais oser évoquer à voix haute. Une Karen que je connaissais a tenté d'échanger sa place avec celle d'une personne victime d'une urgence médicale juste derrière moi, prétextant une affaire urgente. Le plus drôle, c'est que la seule chose qui a été scellée ce jour-là, c'est son interdiction à vie. Mais reprenons depuis le début. Je m'appelle Evan Cross. Je suis pilote de ligne. Ce métier récompense deux qualités. Restez calme et remarquez les détails. Lorsque vous êtes responsable de 186 âmes à 37 000 pieds d'altitude, vous apprenez à filtrer le bruit et à vous concentrer sur ce qui compte. Le ronronnement des moteurs, le clignotement d'un voyant d'alerte, le léger changement de pression atmosphérique. Vous apprenez à vous fier à votre instinct lorsqu'un petit détail vous murmure que quelque chose ne va pas. La plupart du temps, le travail consiste en des heures de routine ponctuées de moments de concentration intense. Aujourd'hui, cependant, le bruit ne venait pas du cockpit. Il a commencé dès la porte d'embarquement, la porte C12 pour être exact. Et il avait un nom, Karen Lane. Chez nous, elle est la reine autoproclamée de notre association de propriétaires, une femme qui brandit le règlement comme une hache de guerre. Ici, dans le monde stérile et anonyme de l'aéroport, elle n'était qu'une passagère de plus qui essayait de faire valoir son autorité. Je voyageais en tant que passager pour me rendre sur le lieu de mon prochain voyage. Je portais des vêtements civils, un simple polo rouge, un jean confortable, des chaussures de course, pas d'uniforme, pas d'insigne, aucune raison pour que quiconque sache que j'étais membre d'équipage. Mon billet indiquait le siège 2A en première classe. Un petit avantage de mon travail. J'étais juste un type parmi d'autres qui essayait de se rendre au travail, parcourant les actualités sur mon téléphone en attendant le début de l'embarquement. C'est alors que j'ai entendu sa voix. Un son comme du gravier dans un mixeur. Je ne pense pas que vous compreniez, a-t-elle dit, la voix pleine de condescendance. Je suis membre Platinum Medallion. J'ai réservé un billet en première classe. Le siège 2A, c'est mon siège préféré. Il doit y avoir une erreur. L'agent d'embarquement, une femme portant un badge avec le nom Brenda et l'expression patiente d'une sainte qui a tout vu, n'a même pas scellé. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur, ses doigts bougeant avec une manque de pratique. Madame, je vois que votre billet est pour le siège 3B. Le siège 2A a été attribué à un autre passager. Il a déjà enregistré son billet. La voix de Brenda était calme, professionnelle et absolument imperturbable. C'était la voix de 1000 batailles gagnées contre des voyageurs prétentieux. Karen s'est penchée par-dessus le comptoir, envahissant l'espace personnel de Brenda. Alors, réattribuez-lui son siège. J'ai un statut. C'est inacceptable. J'ai besoin de ce siège spécifique pour des raisons médicales, pour avoir de la place pour mes jambes. Je jette un coup d'œil à mes propres jambes. Je mesure 1,88. J'apprécie l'espace pour les jambes, mais je ne m'en sers pas comme d'une arme. Karen mesurait peut-être 1,63, mais dans ses chaussures de marche confortables, mais quelque peu agressives. Brenda a esquissé un sourire professionnel crispé. Je suis désolé, madame. Le vol est complet et je ne peux pas déplacer un autre passager sans son consentement. Le siège 3B offre également beaucoup d'espace pour les jambes. C'était bien sûr un mensonge. Le siège 3B était un bon siège, mais il n'était pas réversible. Le visage de Karen est passé de l'agacement à la fureur. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés semblaient hérissés. C'est ridicule. Je paye des milliers de dollars à cette compagnie aérienne. Je veux parler à votre supérieur. Je soupirais et rangeais mon téléphone. Le spectacle commençait. Mon téléphone vibra. C'était ma femme, Lena. Le message disait « Tu ne vas pas croire ce que l'Association des propriétaires vient d'envoyer. Karen essaie de faire passer un vote d'urgence ce soir. Quelque chose à propos d'une variance de zonage critique. » Je répondis « C'est drôle que tu parles d'elle. La reine en personne essaie actuellement de me voler ma place à la porte d'embarquement. » La réponse de Lena fut immédiate. Un seul emoji parfait, le visage avec la tête qui explose. J'ai regardé le drame se dérouler. Brenda, ma nouvelle héroïne, a calmement pris le téléphone. Un superviseur est apparu, l'air fatigué mais ferme. La conversation était une répétition de la première, mais avec des titres qui semblaient un peu plus importants. Karen gesticulait sauvagement, haussant le ton. Les gens commençaient à nous regarder. Je suis restée assise là, observatrice silencieuse. J'ai vu ça 100 fois. Ça ne marche jamais.
Les agents d'embarquement des compagnies aériennes sont les soldats de première ligne de l'industrie du voyage. Ils ont vu toutes les astuces, entendu tous les mensonges. Ils sont immunisés contre les fanfaronnades. Finalement, le superviseur a rendu son verdict final. Madame, le siège est pris. Vous pouvez soit prendre le siège qui vous a été attribué en 3B, soit nous pouvons vous réserver une place sur le prochain vol disponible demain. Échec et mat. Brenda a levé sa radio, la voix calme. Escorté le pilote. Une pause. Opération reçue. Pré-embarquement à C12 et garder la voie libre. Les mots étaient doux, mais tout le monde autour du comptoir les a entendus. Quelques personnes à la ligne de démarcation ont jeté un coup d'œil dans ma direction. J'ai gardé les yeux rivés sur mon téléphone. Le visage de Karen est devenu rouge vif. Elle arracha sa carte d'embarquement pour le 3B du comptoir. Elle lança un regard venimeux autour de la salle d'attente, ses yeux cherchant la personne qui avait osé occuper son trône. Son regard se posa sur moi. Je ne réagis pas. Je me contentais de croiser son regard avec une expression neutre. Je ne suis pas du genre à faire des scènes. Elle ne savait pas qui j'étais et j'avais l'intention de faire en sorte que cela reste ainsi. Pour elle, je n'étais qu'un inconnu en polo qui avait quelque chose qu'elle voulait. Son regard promettait une vengeance. C'était le même regard qu'elle avait lancé à mon voisin Mike lorsque ses roses primées avaient dépassé de quelques centimètres la limite de sa propriété. C'était un regard qui disait « Je trouverai une règle et je m'en servirai pour te détruire ». L'embarquement fut annoncé quelques minutes plus tard. Je laissais les autres passagers de première classe passer devant moi. J'avais déjà refusé l'embarquement prioritaire d'un petit signe de tête. Inutile d'attirer davantage l'attention. En descendant la passerelle, je sentais son regard dans mon dos. Je trouvais mon siège 2A, rangeais mon petit bagage à main dans le compartiment supérieur et m'installais. Je sortis un livre, un thriller sans prétention. Je ne bois pas quand je suis en service, y compris pendant les vols à vide. Je devais piloter un avion dans moins de 12 heures. Ce soir, je me contenterai d'eau et d'une bonne histoire. Karen est montée à bord un instant plus tard, avançant dans l'allée comme un stormtrooper. Elle s'est arrêtée à ma rangée, ses yeux passant rapidement du siège 2A sur la cloison à mon visage. Elle a poussé un petit reniflement de dégoût, puis s'est glissée dans son siège 3B, juste derrière moi, de l'autre côté de l'allée. Elle en fit tout un spectacle, soupirant dramatiquement alors qu'elle essayait de glisser son bagage à main surdimensionné sous le siège devant elle. Alors que j'attachais ma ceinture de sécurité, je sentis cette petite voix dans mon ventre qui me disait « Fais attention ». Il ne s'agissait pas seulement d'un siège. Il s'agissait d'une femme qui croyait que le monde devait se plier à sa volonté. Et lorsque le monde refusait, elle cherchait des moyens de le briser. Je ne le savais pas encore, mais sa tentative d'enfreindre les règles à la porte d'embarquement n'était que le prélude à un jeu bien plus dangereux qu'elle s'apprêtait à jouer à des milliers de mètres d'altitude. Mon travail m'oblige à étudier le comportement humain. Vous passez des heures dans un tube métallique avec quelques centaines d'inconnus. Vous commencez à remarquer des schémas récurrents. Les passagers nerveux qui agrippent les accoudoirs au décollage. Les voyageurs d'affaires chevronnés qui peuvent dormir avant même que l'avion ne décolle. Les familles qui essaient de jongler entre leurs enfants et leurs bagages de main. Vous voyez tout cela, puis vous remarquez des choses qui ne correspondent pas au schéma habituel. Alors que les derniers passagers montaient à bord, un homme vêtu d'un costume impeccable, légèrement trop brillant, entra dans la cabine de première classe. On aurait dit qu'il sortait tout droit de la couverture d'un magazine destiné aux aspirants méchants. Ses cheveux étaient lissés en arrière, ses chaussures étaient cirées jusqu'à briller comme un miroir, et, à son petit doigt droit, il portait une bague en or si grande qu'elle aurait pu servir de poignée de porte. Il n'était pas en première classe. Sa carte d'embarquement, qu'il brandissait avec emphase, était pour un siège situé quelque part à l'arrière, mais il s'est arrêté près de la cuisine avant, là où les hôtesses de l'air faisaient leurs derniers préparatifs avant le départ. Il parlait au téléphone d'une voix basse et pressante. Il semblait agité, faisant les 100 pas près de la porte du cockpit. L'une des hôtesses de l'air, une jeune femme nommée Sarah, essayait de ranger les sacs de l'équipage dans le petit placard qui s'y trouvait. Elle lui tournait le dos. L'homme, toujours au téléphone, fit un pas en arrière brusque et maladroit. Il heurta Sarah de plein fouet, avec suffisamment de force pour la faire trébucher. « Oh, toutes mes excuses, je suis désolé, dit-il d'une voix douce comme de l'huile.
Il tendit la main pour la stabiliser. Ses mouvements étaient fluides, presque répétés. Pendant un instant, sa main, celle avec la bague voyante, disparut près de la fermeture éclair ouverte du sac personnel de Sarah, qui se trouvait au-dessus de son bagage officiel. Elle resta là pendant une seconde, peut-être deux, un mouvement rapide et imperceptible. Il retira sa main, esquissa un sourire éblouissant et faux, et dit « Je suis vraiment désolé. Cet appel m'a mis dans tous mes états. » Sarah, troublée mais professionnelle, se contenta d'acquiescer. « Ce n'est pas grave, monsieur. Pas de problème. » Il termina son appel d'un « c'est réglé » sec, puis retourna vers la cabine économique, disparaissant de ma vue. C'était d'une petite mise en scène parfaite, un accident. Un homme d'affaires maladroit au téléphone pour un appel important. Personne n'y aurait prêté attention. Mais moi, oui, parce que je suis payé pour remarquer les choses qui ne sont pas à leur place. Et ce choc n'était pas maladroit. Il était précis. La façon dont il bougeait, dont il utilisait son corps pour cacher sa main. La façon dont sa main s'est directement dirigée vers ce sac, c'était intentionnel. C'était un coup monté. Mon esprit a commencé à relier des points dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Un SMS de Lena m'est revenu en mémoire. Karen essaie de faire passer un vote d'urgence ce soir. Elle avait donné plus de détails. Un promoteur immobilier rusé avait discrètement racheté des propriétés en difficulté dans notre quartier. Il voulait construire un immense complexe d'appartements à forte densité qui détruirait la valeur de nos propriétés et encombrerait nos rues tranquilles. Il avait besoin d'une dernière dérogation du comté en matière de zonage. Annie avait besoin de l'aval officiel de l'Association des propriétaires pour l'obtenir. La plupart des résidents étaient contre. Mais Karen, notre chère dirigeante, était sa plus grande supportrice. Si elle pouvait forcer un vote ce soir, alors que la moitié du quartier était en vacances ou n'était pas au courant, elle pourrait le faire passer. Le promoteur correspondait à la description de l'homme à la bague. Rusé, cher et dégageant une sorte de confiance prédatrice. J'ai regardé Karen, assise au siège 3B. Elle tapait furieusement sur son téléphone. Un petit sourire suffisant se dessinait sur ses lèvres. Elle n'était plus seulement en colère à cause d'un siège. Elle attendait quelque chose. Elle faisait partie de tout cela. Le choc, le sac, l'homme à la bague. Tout était lié à elle, à l'association des propriétaires, à la lutte pour notre quartier. Je ne savais pas ce qu'il avait mis dans ce sac, mais ce n'était pas une boîte de chocolat. Ma formation a pris le dessus. Ne réagis pas. Ne fais pas de scène. Observe simplement. Recueille des informations. Je pris mentalement note de l'hôtesse de l'air, Sarah. Je notais l'heure. Je notais l'emplacement exact du sac dans le placard avant. C'étaient des détails insignifiants en apparence. Mais dans une enquête, les détails sont essentiels. La porte de la cabine se referma avec un bruit sourd rassurant. L'hôtesse de l'air en chef commença la démonstration de sécurité. Tout était routinier. Tout était normal. L'espace était restreint à l'avant, alors Sarah a glissé son sac dans le compartiment de la rangée 3, côté droit, en promettant de bien le fermer. J'ai remarqué ce geste, mais je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait un objet étranger dans cet avion, une pièce d'un puzzle que je ne pouvais pas encore voir, placée là par un homme portant une lourde bague en or. Tout cela pour le bénéfice de la femme assise de l'autre côté de l'allée. Le moteur s'est mis en marche avec un vrombissement profond et puissant. L'avion s'est éloigné de la porte d'embarquement. Alors que nous roulions vers la piste, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Ce n'était plus seulement un vol de retour à la maison. J'étais un participant involontaire à quelque chose de laid, quelque chose qui m'avait suivi depuis ma rue tranquille de banlieue jusqu'au ciel. Jusqu'où un homme ira-t-il pour défendre les siens? J'étais sur le point de le découvrir. Le problème, c'est que mon foyer, ce que je devais défendre, se trouvait 30 000 pieds plus bas et que la menace était enfermée dans la cabine avec moi. L'avion s'engagea sur la piste active, les moteurs rugissant à pleine puissance. Nous étions engagés et j'avais le sentiment désagréable que le contenu du sac de l'hôtesse de l'air était destiné à nous empêcher d'arriver à destination. La première heure du vol fut d'un calme trompeur. Nous avons atteint notre altitude de croisière. Le signal lumineux indiquant d'attacher les ceintures s'est éteint et les hôtesses ont commencé à servir les boissons. J'ai commandé de l'eau, sans glaçons. Karen, de l'autre côté de l'allée, a commandé un mimosa et s'est mise à se plaindre bruyamment à son voisin de la baisse de qualité du service à la clientèle.
Elle a sorti son téléphone et l'a posé sur sa tablette. J'ai vu la lumière rouge révélatrice. Elle diffusait en direct. Bien sûr. Elle diffusait probablement à son réseau de flagorneurs de l'Association des propriétaires, racontant son calvaire après s'être vu refuser le siège qui lui revenait de droit. Tout cela faisait partie de son image, celle d'une éternelle victime qui était en réalité l'agresseur. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS de Lena. C'était une capture d'écran d'une carte radar météo. Une ligne massive et menaçante d'orage se formait directement sur notre trajectoire de vol. Des couleurs rouges, violettes et jaunes dépeignaient un tableau de turbulences violentes, d'éclairs et de grêle. Son SMS disait « Ça a l'air moche là-haut, soyez prudents ». Je lui ai répondu « On va probablement contourner la zone, c'est la procédure standard ». Mais au moment où j'envoyais mon message, j'ai jeté un coup d'œil par le hublot. Le ciel à l'ouest prenait une teinte grisâtre, sinistre. La voix du commandant de bord a retenti dans l'interphone, calme et professionnel. Mesdames et messieurs, nous commençons à voir des conditions météorologiques difficiles devant nous. Nous allons essayer de trouver un passage sans turbulence, mais nous risquons de rencontrer quelques secousses. Je vais réactiver le signal lumineux indiquant d'attacher vos ceintures pour votre sécurité. Les lumières de la cabine clignotèrent une fois, puis deux fois. Quelques halètements nerveux parcoururent les passagers. L'avion commença à rebondir, doucement au début, puis de manière plus insistante. On aurait dit que l'on roulait sur une route de gravier. Les agents de bord rangèrent leurs chariots et prirent place. L'ambiance dans la cabine changea. Le calme serein fit place à une légère tension. J'ai déjà connu pire, bien pire. C'était une situation courante. Mais tout semblait différent sur ce vol. Chaque secousse, chaque clignotement des lumières semblait avoir plus d'importance. C'est alors que le bouton d'appel retentit dans la rangée de Karen. C'était un signal sonore répété frénétiquement. Une hôtesse de l'air se précipita. « Tout va bien, madame. » J'entendis la voix de Karen, désormais aiguë et empreinte d'une panique théâtrale. « C'est cet homme. Il ne peut plus respirer. Je pense qu'il fait une crise cardiaque. » Je me penchai légèrement en avant pour mieux voir. L'homme à côté d'elle, son voisin de siège, était affalé sur son siège, les yeux fermés. Il était pâle, mais quelque chose semblait mis en scène. Karen faisait une scène, éventant l'homme avec une carte de sécurité et appelant un médecin à grands cris. Les hôtesses de l'air ont réagi exactement comme elles avaient été formées. Elles étaient calmes, efficaces et professionnelles. Elles ont demandé à tout le personnel médical à bord de se manifester. Une infirmière assise quelques rangées derrière s'est avancée. Ils ont allongé l'homme dans l'allée, ont pris de la trousse médicale d'urgence et ont commencé à l'examiner. Mais Karen s'interposait activement. Elle les bousculait, leur donnait son propre diagnostic totalement erroné et filmait toute la scène avec son téléphone. La compagnie aérienne n'est pas préparée à cela, disait-elle à son public en ligne. Ce pauvre homme a besoin d'être hospitalisé. Les turbulences aggravent son état. Tout cela semblait bizarre. Le timing était trop parfait. La tempête, l'urgence médicale, la mise en scène de Karen. Tout se passait en même temps. Cela ressemblait moins à une série d'événements malheureux qu'à une pièce de théâtre soigneusement scénarisée. Mon cerveau de pilote me criait dessus. Un détournement médical est une décision grave. Cela coûte une fortune à la compagnie aérienne en carburant, en frais d'atterrissage et en indemnisation des passagers. On ne le fait que s'il s'agit d'une véritable urgence mettant la vie en danger. L'infirmière et les agents de bord s'occupaient de l'homme. Il était conscient, respirait, mais semblait désorienté. L'infirmière essayait de prendre sa tension artérielle, mais les turbulences rendaient la tâche difficile. L'avion a soudainement fait une violente embardée, chutant de quelques mètres dans un trou d'air. Quelques personnes ont crié. Le chariot de service dans la cuisine avant, que je croyais bien arrimé, a cliqueté de manière inquiétante. Une forte secousse a fait sauter le frein du chariot. C'est rare, mais cela arrive en cas de forte turbulence. Pendant tout ce temps, Karen continuait à filmer, sa voix commentant en direct le chaos et les reproches. Le commandant de bord a repris la parole dans l'interphone. Sa voix était toujours calme, mais elle avait pris un ton plus urgent. « Hôtesse de l'air, veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage. Mesdames et messieurs, en raison d'une urgence médicale à bord et de la détérioration des conditions météorologiques, nous nous dirigeons vers l'aéroport approprié le plus proche. Nous atterrirons dans environ 30 minutes. » Un murmure parcourut la cabine. Détournement. J'ai affiché la carte de vol sur l'écran du siège devant moi.
Je savais déjà où nous allions. Il n'y avait qu'un seul grand aéroport à moins de 30 minutes capable d'accueillir notre avion. C'était notre aéroport d'attache. Le même aéroport qui se trouvait à 20 minutes en voiture de chez Lena. Le même aéroport qui permettrait à Karen Lane d'atterrir juste à temps pour sa réunion d'urgence de l'Association des propriétaires. Tout s'est mis en place. Le faux appel médical était le prétexte. La tempête était la couverture parfaite. L'homme à la bague avait placé quelque chose dans ce sac pour s'en servir comme moyen de pression, ou peut-être comme diversion. Tout ce vol, toute cette mascarade élaborée et dangereuse avait été conçue pour ramener une femme chez elle à temps pour faire passer un vote sur le zonage. Mon sang se glaça. Il ne s'agissait plus seulement de cupidité. Ils avaient mis en danger tout un vol, 180 personnes, pour une transaction immobilière. L'avion a commencé sa descente, plongeant brusquement dans la tempête. La pluie s'est mise à tomber, frappant les hublots comme des poignées de gravier. La cabine était sombre, tendue et remplie du bruit de l'air tourbillonnant à l'extérieur. Je savais avec une certitude absolue que le pire était encore à venir. Nous descendions au cœur de la tempête. Le vol était agité, le genre de turbulences qui font même serrer les accoudoirs aux voyageurs les plus aguerris. La cabine était une symphonie de bruits inquiétants, le grincement du fuselage, le cliquetis de tout ce qui n'était pas attaché, la toux nerveuse des passagers. Mes sens étaient en alerte maximale. En tant que pilote, vous apprenez le langage de votre avion. Vous savez quels sons sont normaux. Le sifflement hydraulique des volets qui se déploient, les coups et les secousses du train d'atterrissage qui se verrouille. Et vous savez quels sons sont anormaux. C'est alors que je l'ai entendu. C'était un petit bruit presque perdu dans le rugissement de la tempête. Un clic. Il provenait d'un compartiment à bagages situé 2 rangées devant moi, de l'autre côté de l'allée. Ce n'était pas le bruit sourd et rassurant d'un compartiment correctement verrouillé. C'était un léger bruit métallique, un bruit faible, le bruit d'un loquet enclenché mais non sécurisé. Dans un air calme, cela n'aurait peut-être pas eu d'importance. Mais dans ce genre de turbulence, un compartiment non verrouillé devient une catapulte. Un sac lourd pourrait s'envoler et blesser gravement quelqu'un. Je me suis concentré sur cet endroit, mes yeux suivant le contour de la porte du compartiment. Au prochain gros soubresaut, je l'ai vu. La porte s'est déformée d'1 millimètre. Elle n'était clairement pas bien fermée. Ma formation m'a appris à faire partie de la solution, pas du problème. Il ne faut pas crier. On ne provoque pas de panique. On informe calmement et discrètement les professionnels. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. En restant baissé et en m'appuyant sur les dossiers des sièges, je me suis dirigé vers la cuisine où la chef de cabine, Maria, était attachée à son siège. Elle m'a regardé avec une expression interrogative et légèrement alarmée. Les passagers sont censés rester assis pendant des turbulences comme celle-ci. Désolé de vous déranger, ai-je dit d'une voix basse et calme, en m'assurant que personne d'autre ne pouvait m'entendre. Le compartiment à bagages au-dessus de la rangée 3, côté droit. Le loquet n'a pas fait le bruit habituel lorsqu'il a été fermé. Je pense qu'il est peut-être desserré. Je n'ai pas dit « Je suis pilote et je sais de quoi je parle ». Je lui ai simplement donné l'information, de manière claire, simple et professionnelle. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle savait exactement ce que cela pouvait signifier. Elle m'a adressé un signe de tête vif et reconnaissant. Merci, restez ici. Elle a détaché sa ceinture et, avec l'équilibre d'une personne habituée à vivre sur une plateforme mobile, s'est dirigée vers le compartiment. Elle a tendu le bras et a poussé la porte. Celle-ci a cédé facilement et s'est ouverte. J'ai vu son visage pâlir. Regardez pas la valise d'un passager. Elle regardait le sac de l'équipage qui appartenait à Sarah. Le même sac que l'homme à la bague signée avait heurté. Le même sac qu'il avait touché. Maria n'hésita pas. Elle referma rapidement et fermement la porte du compartiment, s'assurant cette fois que le loquet s'enclenche avec un clic sonore et définitif. Elle se retourna alors et me regarda droit dans les yeux. Son expression était un mélange de peur et de détermination inébranlable. Elle savait, je savais, et maintenant nous savions tous les deux que l'autre savait. Elle revint dans la cuisine d'un mouvement rapide et déterminé. Elle décrocha l'interphone relié au cockpit. Elle couvrit sa bouche de sa main, mais je pouvais encore entendre des bribes de sa conversation. Dispositif possible à l'avant, au-dessus. Procédure en cours. Elle parlait en code, dans le langage calme et concis des situations d'urgence. Elle signalait une menace de niveau 2,
un objet suspect pouvant présenter un danger pour le vol. Mon cœur battait à toute rompre dans ma poitrine, mais mon esprit était glacé. C'était réel. L'homme à la bague n'avait pas simplement placé un dispositif de repérage ou quelque chose d'inoffensif. Il avait placé quelque chose de dangereux dans cet avion. L'avion a été secoué par une nouvelle violente secousse. La carte de service non fixée que j'avais remarquée plus tôt s'est finalement détachée de son support. C'était cette lourde bête en métal et en plastique qu'ils utilisent pour le service des repas. Elle a jailli de la cuisine avant et a commencé à rouler puis à dévaler l'allée, prenant de la vitesse. Un petit garçon, âgé d'à peine 5 ans, venait de détacher sa ceinture de sécurité pour récupérer un jouet tombé par terre. Il se trouvait directement sur la trajectoire du chariot. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai réagi. Je me suis précipité dans l'allée, plaçant mon corps entre le garçon et le chariot. Je l'ai rattrapé avec mon épaule, l'impact me secouant jusqu'aux os. Le métal et le plastique m'ont heurté de plein fouet. J'ai grogné, absorbant la force du choc, et j'ai coincé le chariot sur le côté contre la cloison avant, près de la première rangée. Il s'est immobilisé brutalement. La mère du garçon a poussé un cri, mélange de terreur et de soulagement. J'ai attrapé le garçon, je l'ai soulevé et je l'ai replacé dans son siège, en serrant bien sa ceinture de sécurité. Reste assis, petit bonhomme, lui ai-je dit d'une voix plus rude que je ne l'aurais voulu. La mère sanglotait de gratitude. Les hôtesses de l'air se précipitaient pour sécuriser le chariot rebelle. J'ai simplement hoché la tête et je me suis retiré dans la relative sécurité de la cuisine. Maria m'a regardé, les yeux écarquillés, avec un nouveau respect. « Merci », a-t-elle murmuré. J'ai simplement secoué la tête. Ça fait partie du boulot. Je n'ai pas précisé quel boulot. Peu importait. La sécurité des personnes à bord de cet avion était désormais mon boulot. L'interphone de la cuisine a bipé. La voix du copilote s'est fait entendre, calme et concise. Ces mots étaient fermes au bout du fil. Verrouillez tout. Pas de drame, juste des ordres. Nous formions désormais une équipe. Nous pilotions un avion endommagé directement vers une tempête, avec une menace enfermée dans la cabine avec nous. L'interphone s'est éteint. La porte renforcée est restée fermée. C'était désormais une forteresse. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Maria était déjà en action. « Écoutez-moi », dit-elle aux autres agents de bord d'une voix ferme et calme. « Niveau 2, selon le manuel. Nous déplaçons l'objet vers le LRBL. Maintenant, le manuel, la procédure, tous les agents de bord la connaissent, s'entraînent pour elle, se réjouissent de ne jamais avoir à l'utiliser. Le niveau 2 signifie une menace crédible, mais non confirmée. LRBL signifie emplacement de bombe présentant le moins de risques. Dans ce cas d'avion, il s'agissait de la porte de la cuisine arrière, sur le côté droit. L'idée est de placer l'explosif potentiel contre une partie du fuselage conçu pour exploser vers l'extérieur afin de minimiser les dommages aux commandes de vol principales et au reste de la structure de l'avion. C'est un calcul sinistre, un choix entre deux options terribles. Sarah, la jeune hôtesse de l'air à qui appartenait le sac, semblait sur le point de vomir. Maria posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'as rien fait de mal. Maintenant, nous travaillons. Nous assurons leur sécurité. » Elle désigna la cabine remplie de passagers inconscients du danger. L'équipe s'est mise au travail avec une intensité calme et concentrée qui était incroyable à voir. Une hôtesse de l'air a pris l'interphone. Sa voix était douce comme du beurre. « Mesdames et messieurs, pour votre sécurité pendant que nous traversons cette zone de turbulence, nous vous demandons de rester à votre place, ceintures attachées. L'équipage va passer dans la cabine pour effectuer une dernière vérification de sécurité. Personne n'a mentionné de menace. Personne n'a prononcé le mot « bombe ». La panique est contagieuse et leur travail consistait à être l'antidote. 2 agents de bord se sont dirigés vers le compartiment à bagages de la 3e rangée. Ils ont soigneusement retiré le sac fourre-tout de Sarah, le tenant comme s'il était en verre filé. Ils l'ont rapporté, marchant d'un pas mesuré et délibéré dans la longue allée vers l'arrière de l'avion. Alors qu'ils passaient, j'ai remarqué un homme assis au siège 14, C. Il portait une veste grise banale et lisait un livre de poche. Il n'avait pas bronché pendant les turbulences. Il n'avait pas sursauté lorsque le chariot s'était détaché. Mais maintenant, ses yeux suivaient le sac. Il ne lisait plus son livre. Sa posture avait changé. Il était tendu, prêt. Sa concentration était absolue.
C'était le Marshal fédéral aérien. Ils ne portent ni uniforme ni badge, rien qui puisse les trahir. Ce sont des fantômes entraînés à se fondre dans la masse jusqu'au moment où on a besoin d'eux, et il était désormais pleinement opérationnel. Il savait ce qui se passait. Sa présence était un petit réconfort, mais elle soulignait également la gravité de notre situation. En première classe, Karen Lane était toujours au téléphone, fournissant un récit haletant et extrêmement inexact pour son live stream. L'équipage semble être en proie à une panique totale, murmura-t-elle de manière dramatique. Ils déplacent les bagages en plein milieu d'un orage. Quelle incompétence totale. Cette compagnie aérienne nous a tous mis en danger. L'ironie était si forte que j'en avais la gorge serrée. Les personnes qu'elle accusait d'incompétence étaient les seules à pouvoir la protéger des conséquences de son plan imprudent et cupide. Ils accomplissaient leur devoir sous une pression inimaginable, avec un professionnalisme qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Les agents de bord ont atteint l'arrière de l'avion. Je ne pouvais pas voir exactement ce qu'ils faisaient, mais je connaissais la procédure. Ils allaient construire une sorte de tampon autour du sac en utilisant des bagages souples et des couvertures imbibées d'eau provenant de la cuisine pour absorber et rediriger une éventuelle explosion. C'était un dernier effort désespéré, mais c'était mieux que rien. La cabine était désormais complètement verrouillée. Le cockpit était fermé. La menace potentielle était isolée. L'agent de sécurité était en alerte et prêt à intervenir. Je n'étais qu'un passager de plus, attaché à mon siège Index 2. Mon statut de pilote de relève n'avait plus aucune importance. L'équipage dans le cockpit avait fort à faire pour piloter l'avion à travers la tempête. L'équipage dans la cabine gérait une menace. Mon travail consistait désormais à rester silencieux, à ne pas gêner et à être un bon témoin. J'observais Karen, qui continuait à diffuser ses mensonges. J'observais l'agent de sécurité aérienne, un ange gardien silencieux vêtu d'une veste bon marché. J'observais les hôtesses de l'air, des héroïnes en uniforme en polyester, qui se déplaçaient dans la cabine, offrant des sourires rassurants aux passagers nerveux, leur propre peur cachée derrière un mur de formation. L'avion tremblait et vibrait alors qu'il descendait à travers les nuages d'orage. Nous étions un petit monde isolé, plongé dans le chaos. Nous étions complètement livrés à nous-mêmes. Et la pensée qui ne cessait de me trotter dans la tête était que tout cela était prémédité. Le chaos était le but recherché. Quelqu'un voulait que cet avion atterrisse ici, maintenant, et cette personne se moquait bien de savoir qui serait blessé dans le processus. La descente a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Chaque gémissement de la carlingue, chaque éclair qui illuminait la cabine me semblait être un compte à rebours. La pluie martelait les hublots comme un tambour implacable et assourdissant. Le monde extérieur était une soupe grise tourbillonnante. À travers une brève éclaircie dans les nuages, j'ai vu la pluie familière s'étendre sur ma propre ville. Je pouvais voir les lumières de l'autoroute que j'emprunte pour aller au travail. La lueur lointaine de la silhouette du centre-ville. Nous étions presque arrivés, mais je n'avais pas l'impression de rentrer chez moi. J'avais plutôt l'impression de voler vers le cœur d'une embuscade. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Lena. Ses messages arrivaient à un rythme effréné, une tempête numérique qui reflétait celle qui sévissait à l'extérieur. La réunion d'urgence de l'Association des propriétaires commence. Elle est diffusée en direct sur la page de la communauté. Le promoteur immobilier est présent. Il annonce à tout le monde que la modification du zonage est acquise. Il agit comme si elle avait déjà été approuvée. Un autre message est apparu. Attends, ils viennent de dire que Karen Lane avait pris du retard sur son vol, mais qu'elle serait bientôt là pour voter. Il a dit que son vol avait été détourné vers notre aéroport à cause d'un petit problème médical. Il en rit, Evan. Il trouve ça drôle. J'ai lu ces mots et une colère froide et intense s'est installée dans ma poitrine. Tout était là. Ils n'essayaient même pas de le cacher. L'appel médical était leur excuse. Le détournement était leur outil. Toute cette épreuve terrifiante, les turbulences, la menace dans le sac, la peur dans les yeux des passagers et de l'équipage n'étaient rien d'autre qu'une manœuvre logistique pour eux. Un moyen d'amener Karen à une réunion afin qu'elle puisse approuver un accord qui ferait d'elle et de son ami promoteur immobilier des millionnaires. Ils utilisaient cet avion et tous ses passagers comme leur propre service de taxi privé. Jusqu'où un homme ira-t-il pour défendre les siens? Je regardais par le hublot la ville en contrebas. Ma maison était là-bas, ma vie. La rue calme que Lena et moi avions choisie.
Le jardin où nous organisions des barbecues avec des amis comme Mike, notre voisin. La communauté dont nous faisions partie. Et ces gens, Karen et l'homme à la bague, étaient prêts à tout risquer, à tout brûler pour une pile d'argent. Le train d'atterrissage se déploya dans un bruit sourd et satisfaisant. Les volets se sont déployés dans un léger bourdonnement. C'étaient les sons d'une séquence d'atterrissage normale, une routine réconfortante au milieu du chaos. Le pilote aux commandes de cet avion était doué, vraiment doué. Maintenir l'avion stable dans ce genre de vents latéraux demandait de l'habileté et une main sûre. Je pouvais sentir les petites corrections précises qu'il effectuait, luttant contre les rafales de vent qui tentaient de nous faire dévier de notre trajectoire. Les lumières de la piste ont finalement percé le déluge. Deux lignes parfaites, blanches et rouges, s'étendaient dans l'obscurité. Elles étaient un spectacle bienvenu, la promesse d'une terre ferme. Mais le nœud dans mon estomac ne se desserrait pas. Atterrir n'était que la phase suivante. La menace était toujours présente dans l'avion. Les coupables étaient toujours dans l'avion. Et leur plan fonctionnait parfaitement, à tous égards. Karen allait descendre de cet avion, telle une héroïne autoproclamée ayant survécu à un drame en plein vol, et se rendre directement à cette réunion de copropriété. Elle allait gagner. L'avion a touché le sol avec un choc sec, puis un second. Alors que les pneus mordaient de tarmac mouillé, les moteurs ont rugi en marche arrière, nous repoussant dans nos sièges et ralentissant l'énorme avion avec une force brute contrôlée. Nous étions descendus. Nous étions en sécurité, pour l'instant. Nous avons quitté la piste principale, mais nous ne nous sommes pas dirigés vers le terminal principal. Au lieu de cela, nous avons été dirigés vers une porte éloignée, avec une longue passerelle d'embarquement, loin du terminal principal. Une poignée de véhicules attendaient, leurs gyrophares clignotant silencieusement sous la pluie, peignant la scène de bleu et de rouge stroboscopique. La police de l'aéroport, des camions de pompiers, une ambulance. Ce n'était pas un détournement normal. Les autorités au sol savaient qu'elles avaient été alertées. Le jeu n'était pas terminé. Alors que l'avion ralentissait pour s'arrêter et que le moteur ralentissait dans un ronronnement fatigué, une nouvelle tension envahit la cabine. Le danger immédiat du vol était passé, mais le drame humain était sur le point d'atteindre son apogée. J'ai regardé Karen de l'autre côté de l'allée. Elle rassemblait ses affaires, un sourire triomphant sur le visage. Elle pensait avoir gagné. Elle ne se doutait pas que la véritable tempête était sur le point d'éclater. La passerelle d'embarquement s'est connectée à notre porte avec un bruit métallique sourd. La voix du commandant de bord a retenti dans l'interphone et elle avait perdu toute sa chaleur initiale. C'était désormais un ordre pur et simple. Tous les passagers doivent rester assis et attacher leur ceinture de sécurité. Je répète, tous les passagers doivent rester assis. Le ton ne laissait aucune place à la discussion, mais certaines personnes n'écoutent jamais. Dès que l'hôtesse de l'air a déverrouillé la porte principale de la cabine, un homme s'est levé d'un bond de son siège en classe économique. C'était lui, avec son costume élégant, ses chaussures cirées, sa lourde bague en or qui brillait sous les lumières de la cabine, le facilitateur. Il s'est déplacé avec une rapidité prédatrice, bousculant l'hôtesse de l'air à la porte. « Désolé, je dois prendre une correspondance », mentit-il d'une voix douce mais tendue par l'adrénaline. Il tentait de s'échapper. Il n'avait clairement pas prévu que les autorités seraient alertées aussi rapidement. Il pensait pouvoir s'éclipser dans le chaos ambiant. Il avait tort. Le marshal aérien, mon discret voisin du siège 14C, était déjà debout et remontait l'allée. Son livre de poche était depuis longtemps oublié. Il se déplaçait avec une incroyable économie de mouvement, ne courant pas mais glissant dans l'espace étroit. « Monsieur, je vous demande de regagner votre siège, » dit l'agent, d'une voix calme mais ferme. J'étais assis au siège 2, tout à l'avant. Toute la scène se déroulait à moins de 3 mètres de moi. Le passeur ignora l'agent et se précipita vers la passerelle d'embarquement. J'ai compris son plan. Il n'allait pas se rendre au terminal. Il allait essayer de descendre les escaliers de secours sur le côté de la passerelle et de s'enfuir en courant sur le tarmac. Il était désespéré. J'avais déjà détaché ma ceinture. Ma formation, mon instinct, tout me disait la même chose. Contenir la menace. Je me suis avancé dans l'allée, lui bloquant le passage vers l'avion, au cas où il changerait d'avis. Le marshal était juste derrière lui sur la passerelle, criant « Agent fédéral, arrêtez-vous !» C'est alors que le désespoir du fixeur a atteint son paroxysme. Il s'est retourné,
acculé, et a plongé la main dans sa veste. Il en a sorti un couteau. Il n'était pas grand, mais fin et effrayant. Un petit coupe-papier méchant, conçu dans un seul but. Il suffisait à faire hésiter n'importe qui. Il l'a brandi vers le Marshal, le regard fou et paniqué. « Restez en arrière », a-t-il crié. Son plan n'était pas de se battre. Il voulait créer un moment de chaos, une seconde d'hésitation qui lui permettrait de s'échapper. Mais il n'avait pas compté sur moi. Je n'étais pas un agent fédéral, je n'étais pas armé. Mais j'avais mon sac à roulettes à la main, celui que j'étais sur le point de retirer du compartiment supérieur. Il était dense, bien rempli et pesait une bonne dizaine de kilos. C'était un outil. Lorsque le fixeur s'est précipité devant moi vers la porte de la passerelle d'embarquement, j'ai réagi. Je n'ai pas brandi le sac comme une massue. Cela aurait été trop lent, trop maladroit. Je l'ai simplement placé sur son chemin. J'ai baissé l'épaule et utilisé le poids de mon corps pour intercepter son bras avec le coin dur du sac. L'impact a été violent. Il y a eu un craquement écœurant lorsque le sac a heurté son poignet. Le couteau a volé de ses doigts engourdis et est tombé sur le sol métallique de la passerelle d'embarquement. Il a hurlé de douleur et de surprise, perdant l'équilibre. C'était tout ce dont le Marshal avait besoin. Il s'est approché, dans un mouvement flou. Au même moment, deux agents de police de l'aéroport en uniforme qui attendaient à l'extrémité de la passerelle se précipitèrent. Avant que le fixeur n'ait pu se remettre, le Marshal l'avait retourné, un bras coincé derrière le dos. Les agents de police l'encerclèrent. Il y eut une brève et intense bagarre. Une rafale de cris et d'ordres fusèrent. Tout fut terminé en quelques secondes. Ils le plaquèrent face contre le mur ondulé de la passerelle d'embarquement et lui menottèrent les mains dans le dos. Ce fut rapide. Ce fut maîtrisé. Ce fut d'une efficacité brutale. Le fixeur, le visage déformé par la rage et la douleur, tourna la tête et hurla en direction de l'avion. Son regard se posa sur Karen Lane, qui se tenait dans l'allée, son téléphone à la main, le visage figé par le choc. « Toi, grogna-t-il, la bave aux lèvres, c'était ton plan, tu m'as piégé. » Karen resta bouche bée, elle pâlit. Son sourire triomphant disparut, remplacé par une panique pure et simple. Le récit héroïque qu'elle avait construit pour son live stream venait d'être réduit à néant. Tous les passagers étaient désormais debout, tendant le cou, leur téléphone à la main, enregistrant la fin dramatique. La menace secrète cachée était désormais un spectacle très public. Le facilitateur fut emmené, continuant à crier des menaces et des accusations. Le marshal aérien, d'un calme absolu, récupéra le couteau avec une main gantée et le mit en sécurité dans un sac de preuves. Il me lança un regard rapide et perçant. C'était un regard de reconnaissance et de remerciement. Je lui ai simplement répondu par un léger signe de tête. Nous étions deux professionnels qui avions brièvement travaillé en tandem. La menace physique immédiate était neutralisée, mais les véritables dégâts, les retombées du complot de Karen, ne faisaient que commencer. Et j'étais aux premières loges. Une fois le facilitateur parti, un calme étrange s'est installé. Les passagers bavardaient, chuchotaient et regardaient à nouveau les vidéos sur leur téléphone. Mais les autorités avaient désormais pris le contrôle. Une équipe d'agents de la TSA et ce qui semblait être des agents du FBI sont montés à bord. Ils étaient polis, mais fermes. Personne ne pouvait bouger. L'avion était désormais une scène de crime. L'une des agentes, une femme en tailleur, au regard vif et intelligent, s'est entretenue avec Maria et le marshal aérien. Maria a pointé du doigt l'arrière de l'avion, où se trouvait toujours le sac suspect. Puis elle m'a désigné. L'agente s'est approchée. « Monsieur, je suis l'agente Miller. Je crois comprendre que vous avez été témoin de l'incident initial avec le sac. » Je me suis levé. Oui, c'est vrai, j'ai parlé à voix basse et de manière factuelle. J'ai décrit l'homme avec la bague, la façon dont il avait bousculé l'hôtesse de l'air, le mouvement précis et peu naturel de sa main. J'ai décrit le clic du compartiment à bagages que j'avais entendu pendant la descente. Je lui ai donné une chronologie, des détails, des observations. Je n'ai pas donné d'opinion ni de théorie. Je lui ai simplement donné les faits. « Et vous, monsieur ?» m'a-t-elle demandé. « Quel est votre nom? »« Evan Cross. »« Et votre profession? » J'ai hésité une fraction de seconde. Mon vol tranquille en tant que passager était officiellement terminé. Je suis pilote pour cette compagnie aérienne. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Cela expliquait mon calme,
mon attention aux détails, mon intervention avec le chariot. J'étais une pièce du puzzle qui avait désormais un sens pour elle. Merci, Capitaine Cross. Votre témoignage nous sera très utile. Elle passa à autre chose, donnant des instructions à son équipe. Deux agents de la TSA en tenue anti-explosif se rendirent à l'arrière de l'avion. Ils réapparurent quelques minutes plus tard, portant le sac de Sarah, désormais enfermé dans une maillette spéciale. Ils le transportèrent hors de l'avion jusqu'au tarmac où une unité mobile de contrôle les attendait. Karen Lane essayait de sauver son histoire. Elle était de retour sur son flux en direct, la voix tremblante de peur feinte. C'était un terroriste, s'écria-t-elle dans son téléphone. Un homme violent nous a attaqués. L'équipage n'a rien fait. J'ai eu tellement peur pour ma vie. C'était une performance pathétique et désespérée. Mais l'agent responsable n'y croyait pas. L'agent Miller s'est approché de Karen, le visage impassible. Madame, je vais devoir vous demander d'éteindre votre téléphone. Il s'agit d'une enquête en cours. Karen s'est hérissée. J'ai le droit d'enregistrer. Je documente la négligence absolue de cette compagnie aérienne. Madame, a répété l'agent Miller, sa voix baissant d'un demi-ton, perdant toute la patience dont elle avait fait preuve auparavant. Il s'agit d'une enquête fédérale. Votre téléphone peut être considéré comme une preuve. Éteignez-le immédiatement. L'autorité dans sa voix était absolue. Karen, peut-être pour la première fois de sa vie, sembla réaliser qu'elle était allée trop loin contre une règle qui ne pouvait être contournée. Son visage se décomposa. Elle tâtonna avec son téléphone et le flux en direct s'éteignit. Quelques minutes plus tard, un autre agent revint dans l'avion. Il se dirigea directement vers l'agent Miller et lui parla à voix basse. J'étais assez près pour entendre. Il s'agit d'un brouillard RF haute puissance conçu pour perturber les appareils des passagers, certains appareils VHF portatifs de la cabine et les récepteurs GPS à courte portée situés à proximité. Il ne menace pas le contrôle du vol, mais est parfait pour perturber les communications pendant l'approche. Miller acquiesça lentement, les yeux rivés sur Karen. Et nous avons retracé l'achat, poursuivit l'agent. Il a utilisé une carte de crédit d'entreprise. Elle appartient à une société écran, Oak Valley Holdings. Mon sang se glaça. Oak Valley Holdings était le nom de la société immobilière qui tentait de détruire notre quartier. L'agent n'avait pas fini. Et l'adresse postale enregistrée pour cette société écran. C'est une boîte postale, la même boîte postale que celle indiquée comme adresse officielle de l'Association des propriétaires de Cedar Creek. Bingo. Le voilà. Le lien direct et indéniable. Le brouillard n'était pas destiné à faire s'écraser l'avion dans un accident tragique. Il était bien plus insidieux. Il était destiné à créer une coupure des communications pendant une phase critique du vol, comme l'approche dans une tempête. Cela aurait semé la confusion chez les pilotes, semé la panique et les aurait forcés à se dérouter vers l'aéroport le plus proche et le plus évident, le nôtre. C'était de la police d'assurance ultime pour s'assurer que leur plan visant à amener Karen à sa réunion réussisse. L'agent Miller regarda Karen, la jugeant longuement en silence. Karen semblait se recroqueviller sous son regard. Tout le complot était désormais dévoilé. Le passager insistant à la porte d'embarquement, le facilitateur rusé, la fausse urgence médicale, le brouilleur sophistiqué. Tout cela faisait partie d'un complot criminel coordonné. Et pourquoi? Pour qu'un tyran mesquin puisse prendre le contrôle d'une réunion de quartier. L'agent sortit son téléphone et commença à passer un appel. Nous avons un lien direct, dit-elle au téléphone, entre l'appareil, l'homme en détention et un autre passager à bord. Elle s'appelle Karen Lane. Toutes les pièces du puzzle étaient sur la table, mais j'avais le sentiment que ma femme Lena était sur le point de fournir la dernière pièce à charge qui permettrait de tout relier. Mon téléphone se mit à vibrer comme un frelon pris au piège. C'était Lena. Elle ne se contentait plus d'envoyer des SMS. Elle m'envoyait un rapport complet. Une cascade d'images, de documents et de messages envahit mon écran. Pendant que je faisais face au chaos dans les airs, elle menait sa propre guerre au sol. Elle était passée du statut d'épouse inquiète à celui de journaliste d'investigation de classe mondiale. La première image était une capture d'écran de la caméra de sécurité de la porte d'entrée de mon voisin Mike. Elle était horodatée à 7 heures du matin ce jour-là. Elle montrait l'allée de Karen Lane et debout là, en train de parler à Karen, se trouvait l'homme à la bague signée. Le facilitateur. Il lui tendait une enveloppe. C'était de la preuve indéniable qu'il s'était entendu quelques heures avant le vol.
Le document suivant était un PDF. Il s'agissait d'une facture de traiteur. Lena avait un ami qui travaillait dans une entreprise de restauration haut de gamme. La facture concernait une fête pour célébrer la victoire du zonage, prévue à 22 heures ce soir-là, au siège social du promoteur immobilier. Le menu comprenait du champagne et des queues de homard. Il avait été commandé et payé 2 jours auparavant. Ils étaient tellement confiants. Et le nom du client sur la facture n'était pas celui du promoteur immobilier, mais celui de l'Association des propriétaires de Cedar Creek. Karen avait utilisé notre argent, les fonds que nous avions tous versés pour l'aménagement paysager et l'entretien de la communauté, afin d'organiser une fête pour célébrer la victoire de l'homme qui tentait de détruire notre communauté. C'était arrogant, c'était effronté, et c'était du détournement de fonds. La dernière pièce de l'arsenal numérique de Lena était une capture d'écran de la diffusion en direct de la réunion par l'Association des copropriétaires. Dans le fil de discussion avant que le chaos ne commence, l'un des alliés de Karen avait posté un message. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, Karen a un plan pour être là quoi qu'il arrive. Elle est très débrouillarde. Le vote aura lieu ce soir comme prévu. C'était une preuve irréfutable. Cela montrait qu'elle était au courant. Cela montrait son intention. Je n'ai pas hésité. Je me suis approché de l'agent Miller, qui terminait son appel. Agent Miller, ai-je dit doucement, je pense que vous devez voir ça. Je lui ai étendu mon téléphone. Elle l'a pris et a commencé à faire défiler les messages de Lena. J'ai observé son visage. Son expression est passée de la curiosité professionnelle à une sombre certitude. Elle est revenue à la photo du réparateur chez Karen. Elle a zoomé sur son visage, puis sur la bague de signature à son doigt. « Eh bien, dit-elle en me rendant le téléphone, cela résout l'affaire. » Elle regarda Karen, qui essayait maintenant de se faire toute petite et innocente sur son siège, ce qui était vraiment impossible. Le chef de la sécurité de la compagnie aérienne était monté à bord, un homme à l'air sérieux en costume. L'agent Miller s'est brièvement entretenu avec lui. Il a hoché la tête, a parlé dans sa radio, puis a regardé Karen avec un mépris total. « Karen Lane », dit le chef de station d'une voix tonitruante dans la cabine silencieuse. « Au nom de cette compagnie aérienne, vous êtes banni à vie de cette compagnie. Nous transmettons cette affaire à la FAA, à la TSA et au DOJ pour application et examen de sécurité. » Un murmure collectif parcourut la cabine. Une interdiction à vie équivalait à une condamnation à mort dans le monde aérien. Le visage de Karen, qui était déjà pâle, prit une teinte blanche cadavérique. Elle semblait sur le point de s'évanouir. Mais l'agent Miller n'en avait pas fini. Elle s'approcha accompagnée de 2 policiers en uniforme. « Karen Lane, dit-elle d'une voix formelle et froide, vous êtes en état d'arrestation pour complot visant à entraver les fonctions d'un équipage de conduite, mise en danger de la sécurité d'un aéronef et plusieurs autres infractions fédérales. Nous aurons le temps d'en discuter plus tard. » L'un des policiers s'avança et récita les droits Miranda. L'autre sortit une paire de menottes. Le cliquetis des menottes se refermant sur les poignets de Karen fut le bruit le plus fort que j'avais jamais entendu. La reine de l'Association des propriétaires de Cedar Creek, la femme qui terrorisait les gens à cause de la couleur de leurs boîtes aux lettres, était arrêtée devant 180 personnes qui enregistraient toute la scène avec leur téléphone. Son règne était terminé. Ils la laissèrent descendre de l'avion. Elle ne se retourna pas. Son visage était marqué par l'incrédulité et l'humiliation. Les passagers qui avaient été retenus captifs par son stratagème pendant des heures éclatèrent en un applaudissement spontané et tonitruant. C'était un moment surréaliste. La justice avait été rendue à 30 000 pieds d'altitude et finalisée sur un tarmac pluvieux. La manipulatrice était en détention. Karen était en détention. Le complot avait été déjoué. Mais le combat pour notre quartier n'était pas tout à fait terminé. La réunion d'urgence était toujours en cours. Et sans sa reine, toute la structure pourrie de son pouvoir était sur le point de s'effondrer. Le reste du processus de débarquement fut une anticlimax. Nous avons été escortés vers un salon privé où nous avons tous dû faire des déclarations. Cela a pris des heures, mais cela ne m'a pas dérangé. Je me suis assis avec l'agent Miller et lui ai donné un compte-rendu détaillé de tout ce que j'avais vu, de la confrontation à la porte d'embarquement à la prise de contrôle sur la passerelle d'embarquement. Je lui ai transmis toutes les preuves de Lena. Quand j'ai enfin été libéré, il était presque minuit. Je suis sorti du terminal dans la nuit fraîche et pluvieuse. Lena était là, attendant près du trottoir. Je n'avais jamais été aussi heureux de la voir. J'ai laissé tomber mes bagages et je l'ai serrée dans mes bras. « Tu as été formidable.
lui ai-je murmuré dans les cheveux. Non, a-t-elle répondu en s'écartant pour me regarder. Nous avons été formidables. Nous avons roulé jusqu'à la maison dans un silence confortable. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une profonde fatigue. Mais en tournant dans notre rue, nous avons vu que les lumières étaient encore allumées au clubhouse. La réunion d'urgence de l'association des propriétaires était toujours en cours. Allons-y, a dit Lena d'une voix ferme. Allons finir ça. Nous sommes entrés dans une salle en plein chaos. Le promoteur était parti, ayant apparemment pris la fuite dès qu'il avait appris l'arrestation de Karen. Les alliés restants de Karen au sein du conseil d'administration étaient dans le désarroi, essayant de reporter le vote, essayant de reprendre le contrôle. Mais le vent avait tourné. Des dizaines de propriétaires étaient présents. Des personnes qui avaient été alertées par la chaîne de SMS frénétique envoyée par Lena à tout le quartier. Ils avaient vu les reportages. Ils avaient vu les vidéos de l'arrestation de Karen, qui étaient déjà virales. Mon voisin Mike, un comptable à la retraite que Karen avait un jour condamné à une amende pour avoir un nain de jardin qu'elle jugeait de mauvais goût, se leva. Sa voix, d'habitude si douce, résonnait avec autorité. « Je crois qu'une motion est un ordre », a-t-il déclaré. « Selon nos statuts, tout membre du conseil d'administration accusé d'un crime est passible de destitution immédiate par un vote de défiance. Je propose donc que nous votions la destitution de Karen Lane de son poste de présidente de la Cedar Creek HAA. Une femme que je ne connaissais pas a appuyé la motion. Le vote fut lancé. Le résultat fut sans appel. Il fut unanime. Une acclamation retentit dans la salle. En l'espace d'une seule soirée, l'empire de Karen s'était effondré. Mike fut élu président par intérim sur le champ. Sa première décision officielle fut de programmer un nouveau vote sur la dérogation au zonage pour le mois suivant, avec des bulletins de vote papier envoyés à tous les résidents. Bien sûr, la dérogation a ensuite été rejetée par 98 voix contre 2. La société immobilière a fait faillite quelques mois plus tard, ensevelie sous les poursuites judiciaires et les inculpations fédérales. Le facilitateur, dont le vrai nom était Frank, a accepté un accord avec le procureur et a témoigné contre Karen et le promoteur immobilier en échange d'une réduction de peine. Aux dernières nouvelles, il purgeait une peine de 3 à 5 ans dans un établissement pénitentiaire à sécurité minimale. Karen Lane, dépouillée de son pouvoir et confrontée à une montagne de frais juridiques, a été contrainte de vendre sa maison à perte pour payer sa défense. Elle a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation fédéraux et condamnée à 10 ans de prison. Elle n'a plus jamais vu l'intérieur d'un avion, sauf peut-être dans un film. La vie à Cedar Creek est revenue à la normale. En fait, elle était même meilleure qu'avant. Le nuage oppressant de la pluie de Karen s'était dissipé. Les gens ont recommencé à se parler. Mike s'est révélé être un président juste et raisonnable. Le nouveau conseil d'administration a abrogé des dizaines de règles absurdes imposées par Karen. On pouvait à nouveau installer un panier de basket dans son allée. On pouvait planter des fleurs de la couleur de son choix. On pouvait même, si on le souhaitait, exposer un nain de jardin kitsch. Quelques semaines après cette nuit chaotique, je faisais griller des hamburgers sur ma terrasse arrière. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et violettes. Le quartier était calme, rempli des sons familiers et réconfortants des enfants qui jouaient et des tondeuses à gazon qui ronronnaient au loin. Lena est sortie et m'a tendu un verre de thé glacé. Elle a passé son bras autour de ma taille et nous sommes restés là un moment à regarder le ciel. « Tu sais, m'a-t-elle dit doucement, tu ne m'as jamais dit ce que tu as fait sur cette passerelle d'embarquement. » J'ai retourné un hamburger, le grésillement remplissant l'air calme. « J'ai juste résolu un problème, » ai-je répondu. C'était de la vérité. Je n'avais pas été un héros. J'avais juste été un type qui essayait de rentrer chez lui. Un type qui comprenait que parfois, défendre son foyer signifie prêter attention aux petits détails. Cela signifie être à l'écoute du moindre bruit suspect, faire confiance à son instinct et savoir quand faire partie de la solution. La question fondamentale qui m'avait animé ce jour-là, jusqu'où un homme est-il prêt à aller pour défendre les siens, avait trouvé sa réponse. Il ira aussi loin que nécessaire, non pas avec colère ou avec ses poings, mais avec calme, avec observation et avec la détermination tranquille et inébranlable qui vient de la protection de l'endroit auquel on appartient. Et cela aide plus que je ne peux le dire d'avoir un copilote très intelligent et très loyal qui veille sur vous dans le